Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui va nous occuper en fait pour plusieurs vidéos, un petit peu dans la même veine que les anecdotes sur les tueurs en série, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon des États-Unis et on va faire un État égale un tueur en série, sachant qu'il y a 50 États, ça va nous faire pas mal de tueurs et de criminels à étudier. Et c'est vrai que les États-Unis c'est un petit peu le berceau des tueurs en série. Alors ça représente que 5% de la population mondiale, les États-Unis, et pourtant 80% des tueurs en série se trouvent dans ce pays-là. Du coup, on va faire un petit tour d'horizon. Forcément, je vais pas pouvoir tous les mentionner, forcément sur plusieurs États. Il y en a plusieurs grands criminels qu'on connaît, mais j'ai dû faire des choix. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous plaisent, entre guillemets, si vous voulez faire des vidéos plus profondes là-dessus. En tout cas, installez-vous confortablement parce que là, on va plonger réellement dans la folie humaine. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess what you call fantasy. Missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. On commence notre liste non exhaustive par l'état de l'Alabama avec Nanny Doss. Donc on commence par une femme ou Ginglig Nanny en référence à ses gloussements qu'elle avait lorsqu'elle était interrogée par la police, mais également la veuve noire, Lady Barbe Bleue ou Lonely Hearts Killer. En fait, elle a tué 11 personnes entre 1920 et 1954 et en tout, c'est 4 de ses 5 maris qui sont passés à la trappe, on va dire, qu'elle a empoisonnés avec de la mort au rat, ainsi que 2 de ses enfants, 2 de ses petits-enfants, sa sœur, sa mère et sa belle-mère. Et pour elle, elle ne tuait pas pour toucher la police d'assurance, mais pour le véritable amour. Bon, on en doute un petit peu parce qu'elle a quand même touché le pactole et au final, elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Pour l'état de l'Alaska, on va s'intéresser à Robert Hanson. Alors lui, on a déjà fait une vidéo à part entière, mais Robert, globalement, c'est un enfant assez calme, mais à cause de son acné et de son bégaiement, il a été souvent rejeté par les filles, et du coup, il a voulu se venger de la manière la plus horrible qu'il soit, puisqu'à partir de 1971, il a tué entre 17 et 21 prostituées, ou en tout cas la plupart étaient des prostituées, qu'il chassait littéralement comme du gibier. En fait, il prenait une fille dans sa voiture, il l'a violée avec la menace d'une arme, puis il l'a libérée dans une forêt, dans un endroit assez dégagé et assez isolé, et il se mettait en traque, en chasse, pour finir par, la plupart du temps, la poignarder. Donc il a pris 461 ans de prison sans libération conditionnelle pour tous ses crimes. Pour l'état d'Arizona, on s'intéresse à Mark Goudeau qui, en plus d'être un tueur en série, est également un violeur en série, puisqu'entre 2005 et 2006, il a tué 9 personnes, il a agressé 15, il en a enlevé 11. Et en fait, au début, c'est vrai qu'on n'avait pas trop conscience que c'était la même personne, des mêmes faits, puisque les victimes étaient de profils différents. Bon, bien entendu, souvent des femmes, qu'il n'y avait pas réellement de mobile apparent, mais c'est vrai qu'on a réussi à faire le lien puisque toutes les victimes avaient été tuées d'une balle dans la tête et que le suspect en question portait un masque, un déguisement, surtout un masque d'Halloween, pour se faire passer pour un sans-abri ou pour un toxicomane. Il a tellement terrorisé Phoenix par ses meurtres brutaux que les habitants ont même mis une prime de 100 000 $ pour quiconque aurait des informations pour l'arrêter. Et du coup, il a été condamné à 468 ans de prison. Et en 2011, un jury l'a condamné à mort et il attend aujourd'hui dans le couloir de la mort. C'est le tueur Ronald J. Simmons qui nous intéresse pour l'Arkansas. Alors lui, c'est un tueur un petit peu moins connu. En fait, c'est un ancien sergent militaire à la retraite et il a un petit peu pété les plombs puisque en 1987, pendant les vacances de Noël, il a décidé de tuer 14 membres de sa famille, soit 6 filles, 3 fils, 2 petits-fils, un gendre, une belle-fille et sa femme. Et il les a tués soit avec un calibre 22, soit en les étouffant et en les noyant. Et il les a disposés vraiment bien côte à côte, bien serrés dans son salon, emballés dans leur manteau. Et après cela, il est parti dans le bar local où il a tué 2 autres personnes sans lien apparent avec le reste de la famille. Et on n'est pas réellement sûr de la raison derrière tout ça. Soit c'est simplement une querelle familiale, ou alors c'est parce qu'il entretenait une relation incestueuse avec l'une de ses filles. Et il est mort en 1990 et il a refusé de faire appel à sa condamnation à mort puisqu'il voulait mourir le plus vite possible.
Pour la Californie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tueurs en série dans cet état-là. Il y a Rodney Alcala, Helmut Camper, le Golden State Killer, etc., etc. Nous, on va s'intéresser à Richard Chase, ou le vampire de Sacramento, qui, entre 77 et 79, a tué pas moins de 6 personnes en buvant leur sang et en cannibalisant leur reste. En fait, quand il était petit, il a développé une forme d'hypocondrie très très aiguë, et en fait, il avait l'impression que son cœur arrêtait de battre, et pour pallier à ça, il a commencé à boire au départ du sang d'animaux, donc surtout de lapins ou d'oiseaux, avant de passer un petit peu à l'étape supérieure. En fait, il rentrait dans les maisons qui n'étaient pas fermées à clé, parce que pour lui c'était comme une invitation. Il tirait sur les victimes, il volait quelques affaires, puis après il avait des relations sexuelles avec le cadavre, il buvait leur sang et il cannibalisait leur reste. Alors, on s'en doute, il a été condamné à mort par exécution dans une chambre à gaz. On a rejeté en fait l'argument de la folie, mais il s'est suicidé en prison d'une overdose de antidépresseurs. Pour la Caroline du Nord, on s'intéresse à Henry Lee Wallace, ou le Taco Bell Killer, qui entre 90 et 94 a tué 11 personnes. Donc en fait, c'était un enfant qui, on va dire, tout allait bien. Bon, ok, sa mère était un peu d'une discipline de fer, mais il avait un très bon niveau académique, il faisait partie de l'équipe de Pom Pom Girl, il avait épousé son amour d'enfance, on va dire, donc tout allait bien, jusqu'à ce qu'il commence à violer, étrangler et tuer plein de gens, soit des hommes, soit des femmes. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que ça n'a pas vraiment le même profil, mais généralement c'était des personnes qui avaient soit un lien avec son lycée, soit un lien avec l'endroit où il travaillait, avant de lâcher leur corps soit dans un lac, sur une voie ferrée, etc., etc. Alors certaines personnes avaient des enfants, et celle qui m'a marqué le plus, c'est qu'une de ses victimes avait son enfant dans ses bras quand elle a été violée, et lors de son procès, où d'ailleurs il a été condamné à 9 condamnations à mort, il a dit aux familles que les victimes en soi n'avaient rien fait qui justifiait leur mort. Pour la Caroline du Sud, on s'intéresse à une autre veuve noire, Margie Velma Barfield, qui a fait 6 victimes. Donc en fait, quand elle était petite, elle avait été abusée par son père, et du coup elle avait vraiment hâte de quitter la maison. Et sa première victime en soi, c'était son premier mari, Thomas Burl, qui avait commencé à boire, qui commençait à la battre. Et un jour, Margie est partie avec ses 2 enfants, et la maison a mystérieusement pris feu, tuant ainsi son mari. Et après, ses autres victimes, c'était tous un petit peu le même profil. Un mari qui a accidentellement tombé malade, un petit peu mystérieusement, un autre petit ami qui l'a surpris en train de falsifier des chèques, etc., etc. Et c'est vrai que dans l'organisme de ces victimes, on a retrouvé de l'arsenic, mais également de la mort au rat. Elle a été condamnée en 1976, et c'est c'est la première femme tout simplement à avoir été exécutée par injection létale. Le tueur en série tristement connu du Colorado, ça va être le Denver Prostitute Killer. Donc c'est un tueur en série qui n'a jamais été identifié, mais qui a quand même fait entre 1975 et 1995 entre 17 et 27 victimes, toutes des jeunes femmes entre 15 et 25 ans, pour la plupart qui se livraient à la prostitution. Et en fait, il les battait, il les violait, il les étranglait avant de les lâcher sur le bord d'une autoroute interstate, le I-70, où en fait il les laissait dans des positions assez humiliantes. Et étant donné que les victimes, on les a retrouvées la plupart du temps quelques jours après leur mort, l'état de décomposition faisait que c'était très compliqué de trouver des indices ADN ou autres, et c'est pour ça que le tueur n'a jamais été appréhendé, même s'il y a eu quelques suspects sur la liste. Pour le Connecticut, il s'agit d'une histoire un petit peu plus ancienne, c'est celle de Lydia Sherman qui, à partir de 1863, s'est fait connaître sous le nom tristement célèbre du Derby Poisoner, puisqu'elle a empoisonné 8 enfants, dont 6 qui étaient les siens, et 3 maris. Et comme les autres femmes qu'on a vues dans cette vidéo, elle les avait empoisonnées avec de l'arsenic et de la mort au rat. Et le plus sanglant et le plus terrifiant là-dedans, c'est que, étant donné que tout le monde la considérait comme une pauvre veuve éplorée, ça l'a érigée au rang de l'une des empoisonneuses les plus froides et les plus implacables du pays. Alors bien entendu, elle a été condamnée à la prison à perpétuité, mais elle s'est échappée en prétextant qu'elle était malade, et elle est rentrée au service d'un riche veuf qui était à Providence, et elle est morte d'un cancer.
Pour le Dakota du Nord, on s'intéresse à Henry Leyers, qui est responsable de l'un des meurtres de masse les plus horribles de l'histoire de cet État, puisqu'en 1920, un voisin découvre avec horreur dans la grange de la famille Wolfe, Jacob Wolfe, 41 ans, ainsi que ses 2 filles de 10 et de 8 ans, brutalement martyrisées. Et quand il soulève, au-dessus du foin et de la terre qui recouvrait les corps, quand il soulève la trappe qui menait au sous-sol, il découvre 5 autres corps mutilé. Et le coupable, bon, on l'a déjà dit, mais c'est Henry Leyers, qui était un voisin de la famille Wolfe et qui en fait s'était disputé avec le patriarche puisque son chien avait mordu sa vache. Et pour se venger, il a décidé d'abattre toute la famille avec un fusil de chasse et une hachette. Et il a avoué les meurtres le jour même de son arrestation. Il a été condamné à la prison à perpétuité, mais il est mort 5 ans, seulement 5 ans après les meurtres. Pour le tueur en série emblématique, on va dire, du Dakota du Sud, il s'agit de Jerry Brudos. Alors lui, on en avait déjà un petit peu parlé lors du marathon d'Halloween. Jerry Brudos, plus connu également sous le nom de Lust Killer ou le chou fétichiste, est un tueur en série nécrophile et du coup fétichiste des pieds qui a étranglé 4 femmes. En fait, quand il était enfant, sa mère, qui voulait absolument avoir une fille, le travestissait en femme, et à partir de 5 ans, il a commencé à avoir un intérêt tout particulier pour les chaussures en talons, un intérêt qui s'est retranscrit du coup dans ses meurtres, puisque il a du coup étranglé 4 femmes, lui-même habillé en femme. Il a amputé des seins pour en faire des presse-papiers, ainsi qu'un pied d'une jeune femme de 19 ans pour modeler ses chaussures. Et après ces meurtres, il portait des talons hauts et il se masturbait avec. Et lors de son incarcération, il a collectionné un petit peu les magazines justement de chaussures, parce que pour lui c'était une substitution à la pornographie. Stephen Brian Pennell est le tueur en série emblématique du Delaware. C'est en réalité le seul tueur en série de cet état-là. Il est également connu sous le nom de Wood 40 Killer. Et dans les années 80, on a retrouvé près des autoroutes 40 et 13 de l'état 5 femmes battues très très sévèrement et qui présentaient des traces de viol. Et du coup, on a posté en faction le long des routes des policières déguisées en prostituées. Et après 2 mois, un homme qui correspondait au profil qui a été mis en place par le FBI s'est arrêté, et lorsque la policière négociait les prix avec elle, elle a réussi à gratter quelques fibres de son tapis de voiture, et c'était la preuve suffisante, puisque ça les a reliés au meurtre, c'était la preuve suffisante pour le condamner à au moins 2 des 5 meurtres et pour mourir par injection létale en 92. Pour la Floride, là encore, il y a pas mal de tueurs en série qui concernent cet état, mais nous on va parler du tristement célèbre Ted Bundy, ou le chasseur de femmes ou le tueur d'étudiantes, qui entre 1972 et 1978 a fait au moins 36 victimes selon ses déclarations, même si ces chiffres pourraient aller jusqu'à une centaine. Et l'histoire, on la connaît un petit peu tous, c'est-à-dire qu'il a commencé en agressant des étudiantes dans les sororités, puis après, lorsqu'il passait du Vermont jusqu'à la Floride, il a commencé à agresser des femmes au bord de la route. Et c'est vrai qu'aux yeux de ses proies, c'était quelqu'un de très très charismatique, et il se présentait à ses victimes soit comme un homme blessé, soit comme une figure d'autorité, avant de les amener plus loin pour les violer et les étrangler et les tuer également. Et parfois il faisait même des actes de nécrophilie en revenant sur les scènes de crime. Il a organisé 2 évasions spectaculaires et il a été condamné à mort 3 fois avant d'être exécuté sur la chaise électrique en 1989. Pour celui de l'état de Géorgie, il est également un petit peu moins connu, mais si vous connaissez la série Mindhunter, ça va vous dire quelque chose absolument. Il s'agit de Wayne Williams, qui en réalité a été condamné à seulement 2 meurtres de 2 hommes, mais à qui on impute 23 des 30 morts d'enfants qui ont lieu à Atlanta, ou le Atlanta Child Murders, qui ont lieu entre 1979 et 1981. Et pour moi, l'une des morts les plus horribles et les plus marquantes, c'est celle de Angel Lehner, qui avait 12 ans, qu'on a retrouvé 6 jours après sa disparition dans les mêmes vêtements qu'elle avait lorsqu'elle a été portée disparue, mais avec une culotte blanche qui ne lui appartenait pas enfoncée dans sa bouche, ainsi que les mains liées avec un cordon électrique, et elle est morte par strangulation. En réalité, comme je le disais au début, Wayne n'a jamais été condamné pour aucun des meurtres d'enfants, mais il a quand même été condamné à perpétuité pour le meurtre de 2 autres hommes, et en 2019, sa demande de libération conditionnelle a été rejetée.
Pour l'État d'Hawaï, il s'agit du Honolulu Strangler ou Honolulu Rapist, qui est un homme là encore non identifié qui dans les années 80 à partir de 1985 s'est marqué comme étant le premier tueur en série de cet État puisqu'il a étranglé 5 femmes et les a attachées avec les mains dans le dos dans un style de bondage assez précis. Alors une équipe de travail avec 27 autres tueurs en série a été mise en place pour le FBI, mais on n'a rien trouvé mis à part un profil, c'est-à-dire que le tueur était un opportuniste qui abordait les femmes lorsqu'elles étaient seules ou vulnérables, comme par exemple aux arrêts de bus, plutôt que comme un homme qui traquait ses proies. Et même si il y a eu des personnes qui ont été suspectées et qu'une récompense de 25 000 $ a été mise sur la tête de ce tueur, personne n'a jamais été condamné pour ces meurtres. Ça va être Joseph Edward Duncan qui va représenter tristement l'État de l'Idaho. Donc c'est un tueur en série mais également un pédophile qui a été condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre de la famille Gruen. Donc en 2005, au moment des meurtres donc, Duncan était un petit peu en fuite puisqu'il avait des accusations d'abus sur enfants un petit peu qui le poursuivaient. Et on a retrouvé dans le cottage de Cœur d'Aline la mère, Brenda Gruen, ainsi que son petit ami et son fils, et les 2 autres enfants étaient portés disparus. Alors on a lancé une alerte Amber pour les retrouver et on a retrouvé la fille seulement 7 semaines plus tard en compagnie de Duncan dans un restaurant, et son frère, ou du moins ses restes, ont eux également été retrouvés quelques semaines plus tard. Alors il a également violé 16 personnes, molesté 7 et agressé 3 autres. Il a reçu 3 condamnations à mort, mais il est mort d'une tumeur cérébrale en mars 2021. Et on finit cette première partie du tour d'horizon de un tueur par État, par l'Illinois, avec le très célèbre, là encore un monument dans cette vidéo, par le très célèbre John Wayne Gacy, un tueur en série, plus connu également sous le nom de clown tueur ou Pogo le clown, en référence au déguisement qu'il faisait pour distraire les enfants dans les hôpitaux. Alors il a assassiné au moins 33 jeunes hommes dans son ranch pas loin de Chicago. En fait, il a tiré la victime chez lui, il lui passait les menottes en lui faisant croire que c'était un tour de magie, puis après il le violait, il le torturait avant de mettre fin à ses supplications, soit par asphyxie, soit en l'étranglant avec un garrot. On a retrouvé au moins 26 corps dans le vide sanitaire en dessous sa maison, et à l'époque, en 1978, sa condamnation pour 33 meurtres était l'une des plus importantes qu'un seul individu dans l'histoire des USA a eu. Il a été exécuté par injection létale en 1994. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour avoir suivi cette première partie du tour d'horizon des tueurs en série aux États-Unis. Restez bien à l'affût puisque les 2 autres vont pas tarder. N'hésitez pas à vous abonner au Instagram de la page, sur les Twitter également. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez tout simplement ce concept, quel tueur en série vous aimeriez voir potentiellement dans une autre vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup pour d'être resté jusqu'ici et on se dit la semaine prochaine. Ciao!